Florian Carfenton, vous êtes avec nous à distance, vous êtes ingénieur pentester chez Squat. Bonjour à tous les trois. Florian Carfenton, c'était un aspect qui était négligé par les entreprises, le fait de sécuriser leur système. Oui et non. Disons que historiquement, l'entreprise se protégeait surtout des attaques qui provenaient d'Internet et pas des attaques provenaient de l'intérieur de leur réseau. Et là maintenant, avec le nouveau modèle qui est arrivé avec le Covid, le télétravail partout, c'est une nouvelle problématique qui arrive et qui fait qu'il faut encore s'adapter, comme toujours, au nouveau mode d'attaque. On va y revenir sur cette question du télétravail. Alors avec le Covid, de nombreux hôpitaux ou entreprises médicales ont été attaqués. On pense tout récemment à Dax, plus récemment près de chez nous, à Vannes, un laboratoire a subi une fuite de données considérable. Quelles sont les motivations de ceux qui attaquent le milieu médical, Florian Carfenton ? Je dirais que comme toutes les attaques, en fait, la principale motivation, c'est l'argent, hein, de loin aujourd'hui. Historiquement, il y avait plus des jeunes qui s'amusaient à faire ça pour le fun, mais aujourd'hui, c'est de loin la première motivation, c'est l'argent. Après, il y a quelques attaques qui vont être liées à la politique, mais sur le monde médical, c'est l'argent parce que les données de santé sont très lucratives dans le monde de la revente de données. Et parce que le système, on va dire, d'information dans le monde médical sont mal sécurisés par rapport à d'autres domaines, milieux. Ok. Florian Carfenton, ces attaques, elles se préparent comment finalement ? C'est des robots, c'est des humains qui sont derrière ? Comment on cible les entreprises, les institutions ? Oui, effectivement, il y a deux modes d'attaque, mais la plus répandue, ça va être de l'opportunisme. Donc, c'est des gens qui font tourner des scanners, qui vont trouver des vulnérabilités. Et une fois qu'ils trouvent la vulnérabilité, s'ils peuvent l'exploiter et rentrer dans le réseau à distance, là, ils vont mettre de l'intelligence humaine derrière pour aller plus loin et prendre le contrôle de l'entreprise et chiffrer le maximum pour demander une grosse rançon. Donc, ça va vraiment être de l'opportunisme, comparé à des attaques vraiment ciblées et bien plus, on va dire, techniquement élevées, qui là seront plus des attaques politiques ou des attaques où il y a des commanditaires derrière, beaucoup plus ciblés, quoi. Ouais. Arrive-t-on toujours à savoir qui est derrière l'attaque ? Non. Non, je dirais même que c'est plutôt l'inverse. Ouais. On arrive très rarement à savoir qui c'est, tout simplement parce que c'est des 1 et des 0. Hein. Donc même si on arrive, grâce ce qu'on appelle les TTP, donc aux techniques d'attaque, aux procédures utilisées, à identifier et raccorder des attaques à des groupes d'attaquants, on pourra très difficilement, dans le monde judiciaire, rattacher ça à la personne qui était derrière le clavier. Du coup, dans le monde de la justice, c'est peu fréquent. Par contre, la géopolitique utilise beaucoup ces méthodes-là, notamment les Américains, pour dénoncer certains Chinois ou certains Nord-Coréens sur des sujets. On entendait tout à l'heure dans notre vidéo les centres de cyberattaque, en tout cas ces organisations, elles pullulent en Afrique, n'importe quoi, en Europe de l'Est plutôt. C'est vrai ça ou c'est vraiment une hérésie ou un préjugé ? Alors oui, on dit souvent que ça vient de l'Est, hein, Chine, Russie et Europe de l'Est. Ce qui est vrai, c'est que en Europe de l'Est, il y a des compétences, il n'y a pas forcément de métier associé à ces compétences. Du coup, ils vont aller vers le côté rémunérateur non légal, quoi. D'accord. Alors c'est vrai, Florian Carfenton, que la frontière entre les activités personnelles et professionnelles se chevauche, notamment avec le smartphone, nos mails qu'on peut consulter au bureau ou chez soi. Ça complique la tâche de la sécurisation d'un réseau, par exemple ? Oui, énormément. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, quand la personne va surfer pendant son moment personnel et elle peut récupérer des virus, et quand elle va se connecter après à l'entreprise, le virus va pouvoir infecter l'entreprise. Et moi, plus particulièrement dans mon domaine, c'est problématique puisque j'ai pas forcément le droit de tester la sécurité des PC personnels. Donc, je vais attaquer que des PC qui sont vraiment appartenant à l'entreprise et je vais pas pouvoir tester cette partie qui est devenue de plus en plus importante. Et justement, ça ressemble à quoi le quotidien d'un consultant cyber, pentester ? On pense tous au bureau des légendes, on a plein d'images de films. C'est aussi sexy que ça ? Pas tout à fait, mais bon, il y a quand même des points communs. Donc en gros, déjà il y a deux modes de mission. Donc comme je disais, soit j'attaque depuis Internet, donc là je vais pouvoir je simule une attaque depuis Internet, donc je vais pouvoir le faire en télétravail. Soit j'attaque depuis l'intérieur de l'entreprise, donc là il va falloir que je me déplace au sein des locaux de l'entreprise. Après, en termes d'activité, c'est assez semblable dans les deux cas. Dans les deux cas, je vais passer une bonne moitié de mon temps à attaquer, donc ça sera très technique et ce sera, on va dire, un combat entre la machine et moi. Et l'autre moitié du temps, c'est de la rédaction de rapports, donc là, beaucoup plus classique. Il faut savoir aussi vulgariser pour bien se faire comprendre de la part de clients qui n'ont pas forcément le même niveau de compétences techniques que nous.
Et après, du coup, c'est très variable en termes de temps de mission. Ça peut être des missions courtes, genre je peux partir une semaine en Jamaïque pour une mission d'une semaine, et je peux faire 3 mois en Bretagne, donc pas avec la même météo, mais sur une mission plus longue. D'accord. Alors, Voilà. je précise que vous attaquez pour prévenir les risques. Vous n'êtes pas un méchant hacker. Ok. Et puis, Ah, des clauses de confidentialité, ouais. etc. Enfin, d'un point de vue droit, corriger ça, quoi. D'accord. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, notre vie virtuelle foisonnante, il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui s'interrogent sur les bonnes pratiques. On va écouter cette question de Jules. J'essaye d'utiliser des mots de passe solides. J'essaye d'utiliser des mots de passe différents en fonction de mes comptes parce que si un de mes comptes est compromis, je ne veux pas que ce soit le cas pour les autres. J'essaye d'utiliser au maximum des antivirus, de faire des nettoyages de cookies, d'historique. J'essaye d'utiliser d'autres navigateurs web. Et ben malgré tout ça, j'ai quand même la sensation d'être pisté, le sentiment de laisser une trace à travers les cookies et les publicités ciblées. Et je me pose la question de savoir où vont mes données, comment est-ce qu'elles sont utilisées et est-ce qu'elles sont à l'abri d'éventuelles tentatives de vol. Alors Jules est un utilisateur très averti, mais il pose quand même des questions assez sensibles. Que peut-on lui répondre Qui veut répondre à Jules Carfantan, vous voulez ajouter quelque chose, un conseil pour mieux sécuriser nos données ou faire attention? En effet, en tout cas, il y a un très bon exemple. La réutilisation de mots de passe, c'est à bannir, hein, puisque moi, souvent, j'arrive à rentrer, j'ai pas dit, mais dans 10% des cas, quand j'attaque depuis Internet, j'arrive à rentrer dans le client, au sein du réseau client. Et dans 90% des cas, quand je suis sur site, je vais atteindre l'objectif de devenir domaine admin. Du coup, la réutilisation de mots de passe, c'est clairement quelque chose à bannir que j'utilise moi en tant qu'attaquant sur les entreprises.